Bienvenue pour cette quatrième et dernière séance dans le cadre de cette initiation au comportement du consommateur, à travers laquelle on a abordé le processus décisionnel et en particulier les 5 processus psychologiques qui le composent. Donc, gros, on est parti de ce modèle de départ et on a commencé à détailler notamment les 3 cadrans qui sont au centre. Donc, on a commencé par parler des éléments moteurs qui peuvent déclencher un processus de décision et tout de suite après, on a enchaîné sur le détail de ces 5 processus psychologiques qui composent le processus de décision. Ce qui nous a amené à parler au départ des motivations, du processus perceptuel, de la formation des attitudes de la dernière séance. D'ailleurs, je vous ai donné un exercice d'application concernant la formation des attitudes. Bien évidemment, tous ceux qui ont eu le courage de faire l'exercice, vous pouvez m'envoyer les corrections et je vous promets de réagir par rapport à ça. Je vous communiquerai d'ailleurs sur la discussion mon adresse mail à travers laquelle vous pouvez m'envoyer vos corrections concernant l'exercice qui a été donné. Donc aujourd'hui, je vais aller vers les 2 derniers processus psychologiques dans la liste, à savoir le processus de mémorisation dans un premier temps et après le processus d'apprentissage. Que peut-on dire de ce que les gestionnaires ont appréhendé par rapport à ces 2 processus psychologiques et leur impact sur la décision du consommateur? On va commencer d'abord par le processus de mémorisation. J'ai ici quelques éléments de cadrage qui peuvent bien évidemment différer en fonction des sources scientifiques qui en parlent. L'essentiel est ailleurs. Pour moi, ce que j'en retiens, c'est que on est tous avec un nombre de neurones assez élevé dès la naissance. On en perd chaque jour, là il y a une polémique, certains disent on en perd, d'autres ils disent ça se renouvelle et ce qui est confirmé c'est que la perte bien évidemment à un stade d'âge avancé elle est confirmée à 100%. Et le plus important et qui va caractériser le fonctionnement de la mémoire, c'est pas tant le nombre de neurones, mais plutôt le nombre et la qualité des connexions neuronales, ce qu'on appelle les synapses, ou autrement dit les autoroutes d'information. On va essayer justement d'y voir plus clair concernant le fonctionnement de la mémoire parce que ça, c'est quelque chose en lien direct avec un tas de problématiques managériales. Je cite à titre d'exemple la notoriété. La notoriété, ça fait partie des problématiques phares. Qu'est-ce qui nous amène tout simplement à traiter la notoriété? C'est le processus de mémorisation. Qu'est-ce qui fait qu'un consommateur se rappelle de manière spontanée ou de manière assistée d'une marque, d'une enseigne? C'est le fonctionnement de sa mémoire. Ça peut répondre aussi à d'autres problématiques qui intéressent principalement les chargés de communication. Qu'est-ce qui fait qu'une publicité va être retenue? Elle va laisser une trace dans la mémoire du consommateur alors que d'autres publicités qui peuvent coûter parfois assez cher passent quasiment inaperçues. Donc ce type de problématique est au cœur des décisions managériales et bien évidemment pour le traiter, on est dans l'obligation d'aller vers le processus de mémorisation. Qu'est-ce qu'on a appris concernant le fonctionnement de la mémoire? On a appris qu'il y a plusieurs types de mémoire et je voudrais parler des 2 grandes familles de mémoire pour signifier quel est le champ d'investigation qui a intéressé les marketeurs. On distingue la mémoire consciente de la mémoire procédurale. Je vais commencer par la mémoire procédurale. La mémoire procédurale, c'est ce qui nous permet d'apprendre à marcher, d'apprendre à parler. Ça, c'est un type de mémoire qui intéresse beaucoup plus les scientifiques. D'accord? Mais il pourrait intéresser en partie certains processus, notamment d'ordre sociologique et qui sont en relation avec la consommation, les habitudes. Les habitudes alimentaires, ça fait partie des choses qu'on apprend dès le jeune âge. Mais c'est surtout la deuxième forme de mémoire qui a intéressé énormément les marketeurs. Dans cette catégorie, on distingue la mémoire épisodique, la mémoire d'un fait vécu. Ça nous renvoie vers un tas de problématiques d'actualité en relation avec l'expérience client, par exemple. La mémoire sémantique. La mémoire sémantique, c'est ce qui nous permet de comprendre comment les concepts sont reliés entre eux pour donner un sens. Et ça, ce type de mémoire est particulièrement utile dans la stratégie de communication, dans la stratégie de choix d'un nom de marque. D'accord? C'est important pour les managers de savoir tous les sens qui peuvent être imbriqués et qui peuvent être en relation justement avec un concept, avec une idée, avec un slogan. D'accord? Donc ça fait partie des aspects hautement
important pour la communauté des marketeurs. Passons maintenant au fonctionnement de la mémoire. On distingue 3 grands niveaux. D'accord? Le premier contact entre l'individu et l'environnement qui l'entoure, ou les stimuli qui émanent de l'environnement, se fait à travers les 5 sens. C'est pour ça qu'on parle d'un stockage sensoriel, mais c'est un stockage assez furtif qui est assez rapide. Donc, il est évalué à quelques millièmes de seconde jusqu'à une seconde. Donc, c'est très, très rapide. C'est ce premier contact qui nous permettra de déclencher justement le processus de mémorisation par la suite. Vient tout de suite après 2 types de mémoire qui ont intéressé particulièrement les chercheurs en comportement du consommateur, la mémoire à court terme versus la mémoire à long terme. La mémoire à court terme, on l'appelle aussi la mémoire du travail. C'est une mémoire qui va traiter l'essentiel de l'information à laquelle on est confronté. C'est ce que vous êtes en train de faire travailler en ce moment, notamment pour tous ceux qui découvrent des choses nouvelles, et j'espère qu'il y en a parmi vous concernant le comportement du consommateur. Il s'agit ici d'un traitement assez rapide des données pour essayer de leur donner un sens. La mémoire à long terme, par contre, c'est une mémoire de stockage. D'accord? Et vous pouvez remarquer ici qu'il y a des flèches d'aller et de retour entre la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. Je suis là sur un modèle de spécialité du marketing. D'accord? Donc, il y a sûrement un certain nombre d'aspects que je suis en train de traiter et qui vous rappellent des choses que vous avez dû traiter précédemment dans les cours de marketing. Des cours, on a eu l'occasion de parler la dernière séance ou les dernières séances d'un certain nombre d'aspects en relation avec les études du comportement du consommateur. Donc, ça peut renvoyer au module études de marché et j'en passe. Qu'est-ce qui se passe dans ce cadre-là? Il y a un processus de rappel de l'information stockée dans la mémoire à long terme pour donner un sens à l'information nouvelle. D'accord? Pour l'interpréter correctement. Donc, la mémoire à court terme, c'est une mémoire de traitement, alors que la mémoire à long terme, c'est une mémoire beaucoup plus de stockage. C'est la raison pour laquelle on va relever 2 principaux critères ou paramètres qui vont nous permettre de distinguer clairement et nettement entre les 2 types de mémoire. La capacité de stockage et la rapidité de traitement et d'échange. Que peut-on dire concernant chacune de ces 2 types de mémoire? La mémoire à court terme, elle se caractérise par une capacité limitée de stockage. Les chercheurs ont estimé cette capacité aux alentours de 7 items. Ça pourrait être 7 chiffres. Rappelez-vous, s'il vous plaît, ce qui se passe lorsque vous voulez composer un numéro de téléphone. Parfois, on a du mal, à peine, à retenir le numéro, mais juste le temps de le composer. C'est ce que je voudrais préciser. Parce que ici, on a une capacité limitée de stockage. C'est une mémoire qui n'est pas faite pour stocker. Elle est faite plus pour la rapidité de traitement et d'échange. Mais c'est une mémoire qui se caractérise par une grande capacité de traitement et d'échange. On va d'abord tester le premier canevas. Je vais vous demander de faire un exercice, un petit exercice avec moi, mais sans tricher s'il vous plaît. Vous ne prenez pas note, vous essayez juste de me suivre et vous pouvez me dire par la suite au niveau du commentaire combien d'éléments avez-vous retenu pour qu'on puisse valider justement cette capacité de stockage aux alentours de 7 items. Rétention, mnémotechnique 40, exposition implicite, seconde, stratégie 20, court terme, mailing, caractère, sensoriel, opportunité 7, information, attribut fonctionnel, stockage 14, rappel. Ce que je vais vous demander, chacun dans sa tête, vous allez compter combien de mots avez-vous retenu et vous m'envoyez s'il vous plaît les chiffres en commentaire. C'est un très bon exercice qui permet aussi d'évaluer le niveau, on va dire, de mémorisation de chacun. La deuxième caractéristique, je disais, c'est cette forte rapidité de traitement et d'échange. C'est incroyable la quantité d'informations qu'on peut traiter en si peu de temps. D'accord? Là, vous avez vu, ne serait-ce que par rapport à cette liste que j'ai citée, le débit qui était assez fort. Et pourtant, je pense que pour la majorité d'entre vous, vous avez réussi à traiter chacun de ces termes pour lui donner un sens. Et là, j'aimerais rappeler ce que vous avez fait en revenant au schéma de tout à l'heure.
Qu'est-ce qui vous a permis de donner un sens à chaque terme qui a été véhiculé? C'est notamment ce chemin d'aller-retour entre la mémoire à long terme et la mémoire à court terme. Parce que vous avez appris des choses pendant votre vie et qui sont stockées au niveau de votre mémoire. Et donc, par rapport à chaque terme, vous lui avez associé une signification. Passons maintenant à la mémoire à long terme. La mémoire à long terme, à l'encontre de la mémoire à court terme, elle se caractérise par une grande capacité de stockage. C'est incroyable, la quantité de données qu'on peut stocker dans notre mémoire. Sur une vie, c'est une quantité tout simplement énorme de données qui va être stockée. Mais vous avez tous vécu autant que moi, peut-être moi beaucoup plus que vous, les difficultés par moment de récupérer certaines informations. Surtout dans des moments qui peuvent être des moments cruciaux. Un jour d'examen, par exemple. On sait qu'on a une information quelque part dans sa mémoire, mais on a du mal à la récupérer. Parce que justement, cette mémoire, elle se caractérise par une faible rapidité de traitement et d'échange. Et le chemin d'aller-retour de tout à l'heure, qui a été précisé dans le schéma de départ, nous permet de comprendre que plus on va rappeler de l'information de la mémoire à long terme, en vue de la retravailler, la retraiter, plus l'accessibilité va être augmentée. D'accord? La rapidité de traitement et d'échange et par voie de conséquence, la rapidité de récupération de l'information, elle va être améliorée. Concernant le traitement de l'information, on distingue deux grands processus. Le premier processus, on l'appelle l'acquisition. C'est un processus qui va s'opérer lorsqu'on a affaire à une information qu'on rencontre pour la première fois. Je découvre une marque pour la première fois. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aurait un processus de rétention. Je fais le lien avec ce que vous suivez maintenant. Je pense que dans la liste de ceux qui me suivent, il y a sûrement certains qui découvrent ce module. Ceux-là, ils vont faire appel beaucoup plus à un processus d'acquisition, rétention, tout est nouveau. Contrairement à d'autres qui peuvent être initiés et qui vont faire appel à un processus d'actualisation. C'est un processus de mise à jour. J'ai quelques informations, mais sûrement, il y aurait quelque chose de nouvel ou au moins structuré de manière différente. Et donc, on va accéder à l'information stockée dans la mémoire à long terme, envie de la mettre à jour, envie de l'actualiser avant de la renvoyer une seconde fois sous le nouveau format. Ces deux processus ont intéressé particulièrement les spécialistes de communication. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va communiquer pour un nouveau produit, une nouvelle marque, la stratégie est complètement différente que lorsqu'on fait de la communication de rappel, la communication d'entretien. Le consommateur connaît la marque. D'accord? Qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut un fil conducteur. Le fil conducteur, ça pourrait être un logo, ça pourrait être un code couleur, ça pourrait être une promesse, ça pourrait être un son de musique. D'accord? Pour faire justement ce lien de rappel qui va favoriser l'actualisation. Et la différence est clairement identifiée lorsqu'on fait appel à un processus de rétention, d'acquisition pour la première fois. Là, on fait appel à d'autres processus. Il faut attiser la curiosité, il faut attirer l'attention maximale du consommateur pour pouvoir notamment augmenter son processus de rétention. Ce qui peut nous amener à faire appel à plusieurs stratégies. L'humour en est une de ces stratégies. La provocation, c'est une autre stratégie qui pourrait être déployée. Bref, l'essentiel, c'est de travailler sur comment augmenter l'attention du consommateur pour pouvoir attirer au maximum justement son attention et l'amener par la suite à la rétention. Je voudrais zoomer, si vous permettez, sur le processus d'actualisation. C'est un processus qui a intéressé énormément, je disais, les managers de manière générale, parce que l'essentiel de la stratégie de communication des entreprises table là-dessus. On est connu, on a une histoire, on existe et il va falloir qu'on travaille sur comment peut-on rester toujours dans le top mind du consommateur, toujours être présent dans l'état d'esprit du consommateur. Ce processus d'actualisation, il a été décortiqué, d'accord, autour de 4 principales étapes.
Je voudrais préciser ces 4 étapes en vous mettant en situation. Imaginez ce qui pourrait vous arriver si vous croisez quelqu'un dans la rue que vous n'avez pas vu depuis des années. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aurait un déclenchement du processus d'actualisation. Ou si vous revenez dans le quartier dans lequel vous avez passé votre enfance. Ce qui va se passer dans un premier temps, c'est un semblant de déjà-vu. D'accord? C'est ce qu'on appelle une reconnaissance. Par la suite, qu'est-ce qui va être déclenché? On va faire appel à l'information stockée dans la mémoire à long terme. Donc un rappel de l'image de la personne il y a quelques années. D'accord? Par la suite, la confrontation entre l'image ancienne et la nouvelle image. Reconstituer le puzzle. D'accord? Qu'est-ce qui a changé? Malheureusement, les changements sont rarement positifs. D'accord? Donc, la personne a plus de rides, elle a perdu ses cheveux, elle a pris du poids, peu importe. L'essentiel, c'est qu'il va y avoir une confrontation entre l'image ancienne et l'image nouvelle. Et bien évidemment, dorénavant, lorsqu'on va se rappeler de la personne, ça ne sera plus l'ancienne image. Pourquoi? Parce qu'il y a un processus de réapprentissage qui va être amorcé à l'occasion. On va renvoyer une nouvelle image vers la mémoire à long terme. C'est l'image reconstituée après la confrontation entre l'image ancienne et la nouvelle image. Voilà donc pour ce processus d'actualisation sur lequel travaillent bien évidemment tout le temps les managers. Donc j'ai listé tout à l'heure certaines pistes que notamment les spécialistes en communication utilisent. Il me vient à l'esprit un exemple. Confiture Aïcha. Une marque de confiture qui a vraiment bercé l'enfance de ma génération. Mais elle est en train de continuer à exister et elle est en train d'accompagner plusieurs générations. Et vous pouvez remarquer sans grande difficulté le fil conducteur, ce personnage, d'accord? Cette figure emblématique de la marque avec les fameuses couettes et aussi le morceau de musique qui accompagne pratiquement toutes les publicités de la marque. Tout ça, pourquoi faire? Pour favoriser ce processus d'actualisation, quel que soit le côté moderne qu'on va présenter, et on modernise bien évidemment chaque jour au niveau de sa stratégie de communication, on va chercher un fil conducteur. Le fil conducteur, je disais, ça pourrait être un personnage, ça pourrait être un son de musique, ça pourrait être un logo, ça pourrait être un code couleur, ça pourrait être une personnalité. L'essentiel, ça pourrait être une promesse. L'essentiel, c'est de trouver quelque chose qui peut lier entre l'ensemble des stratégies de communication de l'entreprise pour que ça marche. Le processus de mémorisation table globalement sur 5 grandes composantes qui vont finalement favoriser le processus de mémorisation. Et il va falloir les connaître. Je pense que je ne vais pas vous apprendre grand-chose en vous disant la répétition mentale est importante pour le processus de mémorisation. Plus je répète quelque chose, plus j'aurai des chances de laisser une trace dans la mémoire. D'accord? Pour schématiser cela, je vous réinvite à revenir à la slide de départ qui a présenté la mémoire à court terme, la mémoire à long terme. La répétition, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que je vais rappeler l'information stockée dans la mémoire à long terme, envie de la retravailler, la retraiter au niveau de la mémoire à court terme et la renvoyer. Je fais le lien avec mon introduction sur les connexions neuronales. Qu'est-ce que je fais à travers ce rappel? Je vais creuser les autoroutes d'information, ces connexions neuronales. Et bien évidemment, les scientifiques nous disent, c'est ça principalement qui favorise aujourd'hui la qualité de mémorisation. Donc plus je répète, il n'y a pas de mystère, plus le consommateur va tout simplement se rappeler. Ce qui peut expliquer pourquoi on va matraquer plusieurs publicités, mais attention, il ne faut pas tomber dans le piège, et on en a parlé dans le processus perceptuel, il faut faire la bonne dose, parce que si on dépasse un seuil terminal, ça pourrait entraîner l'effet inverse. Le deuxième mécanisme auquel il faut accorder une attention particulière pour favoriser le processus de mémorisation, c'est ce qu'on appelle le codage. Qu'est-ce que c'est que le codage? Le codage, c'est l'association entre un code et entre la stratégie de communication d'une entreprise. D'accord? Le code, ça pourrait être un code couleur. Regardez la couleur ennemie. D'ailleurs, aujourd'hui, ça y est, c'est inculqué
Même chez les artisans, ils vous disent la couleur Inuit. Là, d'ailleurs, c'est l'intérieur des bureaux de Inuit. Le bonhomme de Michelin. La calligraphie et les codes couleurs de Coca-Cola. Le logo de McDonald's. Je vois ici Georges Clooney, un acteur qui a tout un passé. Mais aujourd'hui, dès qu'on voit Georges Clooney, d'autant plus avec une tasse à la main, on pense automatiquement à Nespresso. Pourquoi? Parce que là, on est justement dans les résultats de ces mécanismes de codage qui sont déployés aujourd'hui par les enseignes et par les marques pour pouvoir favoriser la mémorisation. D'accord? Le fait d'accompagner la communication de l'entreprise par tous ces éléments de marquage va nous aider dans le processus de mémorisation. Et c'est ce qu'on appelle, l'appellation, on va dire, savante, ça s'appelle les processus mnémotechniques. D'accord? C'est tous ces mécanismes de codage qui sont utilisés par les enseignes et les marques. Je voudrais ouvrir une petite parenthèse ici pour vous mettre en garde. Codage, oui, mais à condition que vous vérifiez comment ça pourrait être décodé par le récepteur. Parce que là, on est justement sur une confrontation entre un émetteur et un récepteur. Il y a des erreurs. J'ai envie de vous présenter ici un cas d'erreur. Il est certes ancien, mais il est plein d'enseignements, d'autant plus qu'il a concerné deux géants, la maison Renault et le cabinet Publicis. Alors, la maison Renault a confié la stratégie de communication d'une de ces grandes marques, d'une de ces grands modèles, pardon. Je vous écris le terme de tout à l'heure. Donc, le lancement d'un de ces modèles qui avait toutes les chances de connaître un franc succès pendant les années 70, la R14. Elle l'a confié au cabinet Publicis. L'idée que le cabinet Publicis voulait véhiculer, c'est cette forme aérodynamique. On parle depuis les années 2000 de ces formes aérodynamiques au niveau de l'industrie de voitures, mais je tiens à préciser que ça a démarré quand même pendant les années 70. Le teasing aussi, certains de nos étudiants pensent que c'est quelque chose qui a été amorcé récemment parce qu'on l'a découvert au Maroc, notamment avec la stratégie de communication de Inuit, c'est très ancien. Ben là, ce que vous avez en bas, c'est l'affiche qui a été placardée un petit peu partout pendant un certain temps avant de dévoiler par la suite qu'est-ce qui se cacherait derrière la forme de poire. Et là, j'arrive à cette erreur de codage que le cabinet Publicis a commis ici. En voulant insister sur cette forme rallongée, aérodynamique de la voiture, il a choisi comme code la poire pour signifier le message qu'il veut transmettre. C'est un modèle pas comme les autres. Je rappelle pour l'histoire qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup plus les formes carrées qui dominaient dans l'industrie de voitures. Sauf que la façon comment ce message a été décodé n'avait rien à voir avec la vision de la communication du cabinet Publicis. Et ça a donné lieu à tout un tollé de moqueries, d'accord, dans la communauté et dans la société française concernant notamment cette publicité. Pourquoi? Je vous amène au pourquoi. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression française prendre quelqu'un pour une poire. Ça signifie prendre quelqu'un pour un débile, pour un con, excusez-moi le terme. Et justement, vous imaginez, personne ne voudrait rouler dans une voiture qui pourrait être étiquetée de cette façon-là. Ce qui signifie que un produit qui, techniquement parlant, avait toutes les chances de connaître un franc succès, a été un échec dans l'histoire de la maison Renault, parce qu'après cet échec de la publicité, il a été retiré du marché. Donc il ne faut pas sous-estimer justement l'importance de ce qu'on est en train de détailler ensemble et qui est en relation directe avec le consommateur, avec l'interprétation, la perception du consommateur, son processus de mémorisation et qui pourrait conditionner tout simplement le succès ou l'échec de toute une marque, d'accord,
de tout un modèle, de toute une entreprise, de toute une stratégie. Donc on peut changer tout simplement les échelons. L'essentiel, c'est que c'est hautement important. Voilà donc, grosso modo, ce que j'avais à vous dire concernant ce processus de mémorisation. Je termine là-dessus en vous disant, c'est un des processus qu'on connaît le moins parmi les 5 processus dans la liste. Et vous serez d'accord avec moi, le fonctionnement de la mémoire, c'est quelque chose qui échappe encore à la connaissance et à la maîtrise des scientifiques. Donc, ce n'est pas nous, les gestionnaires, qu'on va prétendre connaître plus que les scientifiques. Mais, il y a un mais. On arrive aujourd'hui à décortiquer un tas de choses. On arrive aujourd'hui à déployer des modèles qui nous permettent d'analyser le processus de mémorisation d'un rayon, le processus de mémorisation d'une publicité, le processus de mémorisation d'un emballage. Et bien évidemment, ça, c'est hautement utile pour les managers et les marketeurs en particulier. Je passe maintenant, si vous permettez, au dernier processus psychologique dans la liste, à savoir le processus d'apprentissage. Le processus d'apprentissage, c'est ce qui est matérialisé dans ce schéma à travers cette flèche de feedback. Cette flèche de feedback qui signifie tout simplement que les comportements d'aujourd'hui vont avoir de l'influence sur les processus de décision de demain. Et nos comportements d'aujourd'hui sont intimement liés à nos décisions d'hier. Pourquoi? Parce qu'on apprend. On est des êtres humains capables d'apprendre de nos propres expériences, mais comme on est des êtres humains, on est capable d'apprendre aussi des expériences des autres. D'accord? L'environnement social auquel on appartient. Comment peut-on définir le processus d'apprentissage? En somme, s'il n'y a à retenir qu'un seul mot, je dirais les changements. Changement de quoi? Le changement de nos comportements qui sont liés à l'effet d'expérience. Effet expérience plus changement. C'est ce qu'il vous faut comme mot-clé pour pouvoir définir le processus d'apprentissage. Qu'est-ce que les chercheurs en comportement du consommateur ont appris concernant le fonctionnement de ce processus et quel est le lien avec les décisions du consommateur et avec les problématiques managériales? Je voudrais préciser, avant d'aller plus loin, les variables qui composent grosso modo le processus d'apprentissage. On retrouve comme élément de départ les stimuli, après les processus de traitement de ces stimuli, après les réponses à ces stimuli, la mémoire à long terme et la fonction temps. Vous pouvez remarquer sans grande difficulté qu'il y a une forte similitude entre ces éléments-là et le modèle de départ, le modèle de base. Et c'est tout à fait normal, puisque là, on est au bout de la chaîne. On est sur le dernier processus psychologique dans la liste. Et donc, il va capitaliser sur l'ensemble des étapes qu'on a abordées jusqu'à présent. La petite différence ici, c'est qu'on insiste beaucoup plus sur la mémoire, puisque c'est le processus qui précède juste avant, d'accord? Et on a la dimension temps, qui est au cœur de la définition du processus d'apprentissage. On apprend avec le temps. Alors, les chercheurs en comportement du consommateur ont réussi à distinguer deux grandes familles du processus d'apprentissage. Et je parlerai d'une troisième famille relativement plus récente. Un apprentissage dit comportemental, l'appellation anglo-saxonne behavioriste, versus un apprentissage cognitif. J'ai essayé ici de traduire au niveau de ce schéma ce qui est important. Ce qui est important, c'est ce qui est mis en évidence. Autrement dit, dans l'apprentissage comportemental, ce qui est occulté, c'est les processus internes. Autrement dit, on va s'intéresser principalement sur la relation stimulus-réponse. D'accord? Contrairement à l'apprentissage cognitif, pour lequel on insiste et on zoome beaucoup plus sur les processus internes, le fonctionnement de notre cerveau, comment il va traiter cette information pour arriver à une réponse. D'accord? On va détailler progressivement ces deux familles et je commence par l'apprentissage comportemental. L'apprentissage comportemental, on va le scinder en deux types de conditionnement. Écoutez bien, le terme conditionnement est très présent dans l'apprentissage comportemental. Pourquoi? La réponse est dans la slide d'avant, parce qu'on va occulter les processus internes. On cherche à entraîner une réponse à l'issue
de l'exposition face à un stimuli. Ça veut dire qu'il doit y avoir un comportement réflexe, un comportement qui ne fait pas appel au processus cognitif, qui ne fait pas appel à un traitement logique de l'information, qui ne fait pas appel à la raison en somme. D'accord? Et dans ces types de conditionnement, on distingue deux variantes de conditionnement, le conditionnement classique versus le conditionnement instrumental. Dans la séance introductive, je vous ai parlé des différents emprunts de ce champ disciplinaire et ça a été l'occasion d'insister sur les traces qui nous viennent des économistes, qui nous viennent des travaux des sociologues, psychologues. Ici, j'aimerais vous rapprocher des traces qui nous viennent d'un champ disciplinaire qu'on pourrait imaginer assez lointain par rapport aux sciences de gestion, la biologie. Pourquoi? Parce qu'énormément d'expériences conduites sur les animaux ont donné lieu par la suite à des transpositions d'expériences conduites sur les êtres humains, notamment pour comprendre le fonctionnement des processus d'apprentissage. Et justement, je commence par une expérience qui nous permettra de nous rapprocher du conditionnement classique. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous vont reconnaître assez facilement cette expérience au nom d'un chercheur russe de Pavlov, l'expérience de Pavlov avec le chien. D'accord? Quel est le principe de cette expérience conduite par Pavlov, qui a donné lieu par la suite à des expériences conduites sur les humains et l'expérience la plus connue dans la littérature en comportement du consommateur, c'est celle de Gorn dans les années 80. Je reviens à l'expérience de Pavlov qui va nous permettre de comprendre ce schéma. Pavlov, il voulait comprendre comment on peut conditionner un chien. Et pour ce faire, il a présenté de manière régulière un morceau de viande en l'accompagnant avec un son de cloche. Chaque fois qu'il présentait à manger à son chien, il sonnait une cloche. La réponse qui est automatique, qui est naturelle chez le chien lorsqu'on lui propose à manger, c'est la salivation. D'accord? Le stimuli non conditionné, donc, c'est à manger. Penser à un morceau de viande qui va entraîner un phénomène, une réponse naturelle, c'est la salivation. On l'a accompagné par un stimuli conditionné, le son de la cloche. Et au bout d'un certain nombre de répétitions, qu'est-ce qui se passe? Il suffisait de sonner la cloche pour que ça entraîne chez le chien la même réponse, sans même présenter à manger. Il suffisait de sonner la cloche, ça entraînait la même réponse, à savoir la salivation. Que peut-on retenir de cette expérience? On peut retenir qu'on a réussi à conditionner justement le chien. Et ça fait partie des conditionnements qui sont déployés à notre égard. J'ai présenté tout à l'heure un certain nombre d'exemples d'éléments de marquage. Aujourd'hui, on vous fait égoutter le son de Intel, vous allez penser Intel automatiquement, le son de Maroc Télécom, peu importe. On vous montre Georges Clooney, vous pensez Nespresso. On vous montre le M de McDo, vous pensez à McDonald's. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on est conditionné en tant que consommateur. Il suffit qu'on voit ces stimuli, sans même voir le nom de la marque, que ça entraîne chez nous la même réponse, comme si on a vu la marque en question, comme si on a vu le message publicitaire concernant la marque ou l'enseigne dans sa globalité. Mais attention, on est des êtres humains, on n'est pas des animaux bien évidemment. Il y a certaines règles à respecter pour que ce type de conditionnement fonctionne. Et je voudrais lister ici 5 grandes majeures règles. La première, c'est de comprendre que aucune très bonne publicité ne pourrait sauver un très mauvais produit. D'accord? Il va falloir tout de même que la marque elle-même suscite une réponse positive bien évidemment, avant d'espérer passer par le conditionnement. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la force notamment du stimuli non conditionné, l'offre de départ. Qu'est-ce que j'offre au niveau du produit, au niveau de la marque, au niveau de l'enseigne? Deuxième chose, pour que le conditionnement marche, il faut de la répétition. On n'arrive pas à conditionner du jour au lendemain. Donc, il faut répéter pendant un certain temps. Troisième élément, c'est l'ordre de présentation des stimuli.
Conditionné, non conditionné. Mais là, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de règle absolue parce qu'on a des exemples dans le premier ordre aussi bien que dans le deuxième ordre et qui fonctionnent. D'accord? Je reprends l'exemple de George Clooney avec Nespresso. George Clooney, c'est un acteur qui était connu et avait tout un passé. Il était relié dans la mémoire de tout un chacun avec un tas de souvenirs par rapport à ses travaux artistiques. Et par la suite, on l'a ramené à représenter une marque. D'accord? Donc ici, Nespresso existait. Donc le stimuli non conditionné, il existait. Mais le stimuli conditionné, il existait aussi par ailleurs. Et on les a associés à un moment. Mais on a aussi le canevas inverse. Regardez ce que fait notamment Coca-Cola chaque été. Elle subventionne des tubes d'été. D'accord? Vous allez les découvrir, notamment à travers les publicités de Coca-Cola avant qu'ils deviennent par la suite des tubes qu'on va écouter tout au long des journées dans les stations radio. Et ça marche. Donc il n'y a pas de règle absolue. L'essentiel, c'est de réfléchir à quel est l'ordre le mieux approprié. Pourquoi il faut réfléchir à cette question? Parce que lorsqu'on a un stimuli conditionné qui est fortement rattaché à un souvenir dans la mémoire du consommateur, ça devient beaucoup plus difficile de le détacher et donc le travail de répétition doit être beaucoup plus accentué. C'est ce qui a été fait avec la publicité de Nespresso et George Clooney, parce que George Clooney avait déjà un passé et il était rattaché dans la mémoire du consommateur avec d'autres informations, donc il fallait travailler et assez rapidement sur comment peut-on le relier de manière étroite à la marque. C'est un point qui est d'ailleurs lié au point qui suit, la familiarité du sujet avec les stimuli. Certaines marques, certaines enseignes privilégient de travailler sur des stimuli avec lesquels le consommateur est familier. Un personnage connu, un son de musique qui est déjà connu, qui est déjà un tube. Mais d'autres vont faire l'inverse. D'accord? Ce sont des pistes de réflexion, encore une fois, et auxquelles il faut réfléchir, notamment en fonction du dernier point, le degré d'implication vis-à-vis du produit. Vous avez remarqué que cette question d'implication revient sans cesse parce qu'elle est très décisive par rapport au processus de décision. L'implication, grosso modo, c'est ce qui va caractériser les processus qui vont être considérés importants pour le consommateur. L'importance, ça pourrait être lié au prix du produit en question, du service en question, mais ça pourrait être lié aussi au risque qui accompagne la consommation ou l'utilisation. Ce sont les deux éléments clés qui déterminent l'implication. Une voiture, ça fait partie des achats à forte implication, versus l'achat d'un paquet de pâtes, c'est plutôt un achat à faible implication. Je dis bien a priori. Et donc, j'aimerais justement revenir sur cette question d'implication pour dire le conditionnement de manière générale, il n'a des chances de fonctionner correctement que pour les achats à faible implication. Pourquoi? Parce que c'est des achats routiniers. C'est des achats qui vont occulter les processus cognitifs. C'est des achats qui vont être automatiques. Ils ne vont pas faire énormément appel à la raison du consommateur. C'est très difficile. C'est très difficile de faire appel au conditionnement, notamment classique, pour vendre une voiture, parce que ça fait partie d'un achat à forte implication qui fait appel à la raison, et donc pour lequel le consommateur aura besoin d'évaluer un certain nombre de caractéristiques, un certain nombre d'attributs sur le plan objectif avant de pouvoir prendre la décision. Voilà donc pour la première sous-famille. On est en train de détailler l'apprentissage comportemental et on a proposé de le scinder autour de deux types de conditionnement, le conditionnement classique et le conditionnement instrumental dans un deuxième temps. Donc je vous propose justement de passer au conditionnement instrumental. Qu'est-ce que c'est que le conditionnement instrumental? Encore une fois, on va retrouver une trace d'une expérience conduite sur des animaux, en l'occurrence ici. C'est une expérience conduite par un certain Skinner, d'accord, et qui a concerné des rats. Qu'est-ce que ce chercheur, ce biologiste a fait? Il a mis des rats face à des labyrinthes. Il a mis à la sortie de certains labyrinthes des récompenses. On peut imaginer un morceau de fromage. D'accord? Il a commencé à observer. Et qu'est-ce qu'il a noté?
il a noté justement que les rats ont développé un processus d'apprentissage. Pourquoi? Parce que la probabilité que ces rats empruntent le chemin qui mène vers la récompense, elle augmentait au fur et à mesure qu'ils essayaient et réessayaient. Et de l'autre côté, la probabilité qu'ils empruntent les chemins qui ne mènent vers rien, elle baissait. Donc, indéniablement, ici, il y a un processus justement d'apprentissage, mais c'est un processus qui se base ici sur l'essai et la répétition. D'accord? C'est un processus justement très déployé à notre égard en tant que consommateur. C'est notamment ce qui se fait à travers les actions promotionnelles. Vous allez me dire, pourquoi les actions promotionnelles? Le principe de la promotion est très simple. On vous amène à tester un produit sous promotion en espérant que, à force que vous allez être amené à utiliser le produit sous promotion, ça va changer votre comportement. Ça fonctionne dans certaines situations. Ça fonctionne moins bien dans d'autres situations. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a un type de consommateurs qui sont à l'afflux des cadeaux et qui vont chercher à chaque fois les promotions par rapport à des marques différentes. Mais c'est le principe des promotions de manière générale. Un autre usage aussi de ce type de conditionnement, c'est les loteries. On vous amène à jouer. Il y a un tas de produits pour lesquels on s'appuie sur soit un tirage au sort, soit des jeux. Regardez ce qui se fait en termes de boissons gazeuses, les bouchons gagnants, d'accord, les pots de yaourt, et ainsi de suite. Ce sont des techniques très utilisées d'ailleurs dans les pays en voie de développement. Paradoxalement, c'est moins utilisé dans les pays développés. Donc, ce mécanisme d'essai-récompense, il est là pour influencer et pour amener le consommateur à changer de comportement. Ça fait partie des techniques que les industriels utilisent pour amener à un changement du comportement du consommateur. Je passe au deuxième grande famille d'apprentissage, l'apprentissage cognitif. Encore une expérience conduite par un biologiste. En l'occurrence, ici, c'est un certain Lewin, qui a conduit une expérience sur des chimpanzés, qui a par la suite donné lieu à énormément d'expériences conduites sur les êtres humains. L'expérience concernant les chimpanzés, elle a consisté à mettre dans des cages des chimpanzés et à accrocher de manière inaccessible des bananes au niveau des toits des cages et à observer. Qu'est-ce que le scientifique a observé? Il a observé que de manière intuitive, les chimpanzés, ils sautillaient pour essayer d'attraper les bananes. Comme ils n'y arrivaient pas, parce que c'était fait exprès, c'était à une hauteur inaccessible. On a laissé traîner de manière délibérée un certain nombre de cajoux par terre. Et comme ils n'y arrivaient pas, au bout du premier essai, deuxième essai, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés vers les cajoux, ils les ont empilés les uns sur les autres, ils sont montés dessus pour attraper les bananes. Il y a indéniablement ici un apprentissage qui s'est opéré. Mais à la différence des conditionnements qu'on a détaillés juste avant, ici c'est un apprentissage réfléchi qui fait appel au processus cognitif. Comment je vais arriver à atteindre l'objectif qui est clairement identifié. Et ça fait partie des types d'apprentissage qui sont déployés à notre égard en tant que consommateur notamment. Je cite les exemples des programmes de fidélisation. Pas tous, mais une bonne partie d'entre eux. Qu'est-ce qu'on a dans ces programmes? On a un cadeau qu'on peut obtenir à l'issue de tant de points. Voilà l'objectif clairement identifié et poursuivi dès le départ. Qu'est-ce qu'on vous dit par la suite? Vous faites vos courses les lundis, vous pouvez doubler vos points de fidélité. Vous faites les courses dans tel ou tel prestataire, vous pouvez augmenter vos points de fidélité. Donc ici, les processus cognitifs sont présents, sont dominants. Le consommateur va changer de comportement de manière réfléchie pour pouvoir atteindre l'objectif de départ. La toute nouvelle famille qui a émergé
durant les 2 dernières décennies globalement, c'est un apprentissage qui s'appuie beaucoup plus sur les relations sociales, qu'on appelle l'apprentissage imitatif au vicarien. Je dis bien qu'on a connu, mais qui s'est développé beaucoup plus et donc qui commence aussi à connaître énormément de succès et à être utilisé par les gestionnaires. Bien sûr, c'est quelque chose qui existe chez les consommateurs depuis toujours. Quel est le principe de cet apprentissage imitatif ou vicarien? Le principe est très simple. Le consommateur va apprendre en imitant des comportements positifs ou valorisés. Regardez ce qui s'est déployé ces dernières années ou ces dernières décennies par rapport à la consommation des produits bio, par rapport à la consommation des produits éthiques, par rapport à des produits qui protègent l'environnement. D'accord? Ce qu'on a constaté que cette dimension d'imitation, d'accord, ou de vicarien, c'est contagion, d'accord? Imitation de comportements valorisés par la société. Lorsque j'ai quelqu'un dans mon entourage qui a opté pour un comportement et je vois par la suite, en termes de conséquences, que c'est un comportement qui est valorisé par ceux qui l'entourent, bien évidemment, ça peut pousser un certain nombre de consommateurs à imiter son comportement pour vouloir lui ressembler et être valorisé au même titre que lui par la société. Mais à grande échelle, on peut imiter le comportement des stars, notamment pour les jeunes, c'est une donnée de base sur laquelle on travaille depuis des années. On peut imiter de plus en plus des influenceurs, donc ces stars du net, qui ont aujourd'hui de plus en plus de poids sur les changements des comportements du consommateur. Voilà donc pour ce tour d'horizon et qui nous a amené à parler de l'essentiel, à savoir ce modèle de base du comportement du consommateur. J'espère que mes propos ont été clairs et que j'ai réussi à vous transmettre une partie de ce savoir hautement riche concernant le comportement du consommateur et hautement utile pour des décisions managériales en relation justement avec ce champ de spécialité marketing. Merci de m'avoir supporté, merci de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne fin de Ramadan et beaucoup de succès, Inch'Allah, dans votre processus d'apprentissage. Et un grand merci, avant que je termine cette séance, à ce groupe Qaraya Fdar pour cette extraordinaire initiative. Et je vous dis à tous bon vent et bonne continuation. Et à la prochaine, peut-être qu'on se verra dans un autre module d'approfondissement, notamment du comportement du consommateur, parce qu'il y a encore énormément de choses à dire. Merci beaucoup. Au revoir.